Le procès a débuté lundi 22 septembre. Cédric Jubilard est jugé pour le meurtre de sa femme aux assises du Tarn à Albi depuis lundi, et ce pendant 4 semaines. La première semaine d'audience est désormais terminée. Elle a été suspendue hier et reprendra lundi. On fait le point dans cette deuxième émission spéciale Procès Jubilard. Et pour cette deuxième émission, on reçoit en plateau Frédéric Abella, journaliste, reporter à la Dépêche du Midi, qui suit l'affaire depuis ses débuts et couvre entre autres l'intégralité du procès à Albi. Bonjour Frédéric. Bonjour. À vos côtés, maître Philippe Pressec, avocat de Lolita, la cousine de Delphine Jubilard. Bonjour. Bonjour. Plus tard dans l'émission, on accueillera également Agnès Grimaldi, adjointe au pôle vidéo de la Dépêche du Midi, qui a passé la semaine à couvrir le procès en vidéo. On va dans un premier temps s'intéresser à l'ambiance et la dimension hors norme de ce procès. Messieurs, comment avez-vous vécu cette première semaine d'audience? On peut commencer avec vous, Frédéric. Oui, mais c'était une semaine très dense, hein, où évidemment on attendait beaucoup de ces premiers jours et on n'a pas été déçus parce que dès les premiers instants, on est rentré, alors pas au cœur de cette enquête, mais dans le vif du sujet. On a eu un premier moment assez fort avec les déclarations de l'administratrice ad hoc des 2 enfants du couple Jubilard, Louis et Elia, qui ont aujourd'hui 11 ans et 6 ans, et où elle nous a fait part à la barre des impressions et du ressenti de ses enfants 4 ans après, et où elle est venue témoigner, et elle nous apprend que Louis est convaincu de la culpabilité de son père, que la petite Elia, elle rêverait de faire réapparaître sa mère d'un coup de baguette magique en faisant un abracadabra. Donc tout ça, c'était des moments assez forts, très poignants. Et ensuite, on a basculé alors dans l'enquête, et où on s'est aperçu, si vous voulez, des premières failles lors notamment de l'intervention des premiers gendarmes, hein, de 2 jeunes femmes. Alors, inexpérimentées parce qu'elles viennent pour la première fois. Alors elles arrivent dans cette maison après le signalement de Cédric Jubilard, hein, sur la disparition de sa femme. Donc elles arrivent, elles sont là comme elles l'expliquent, donc à leur décharge, simplement pour soutenir et pour aider cet homme qui est en détresse. Et elles ne s'imaginent pas effectivement qu'elles sont projetées dans ce qui va devenir le fait divers le fait divers important tel qu'on l'a jamais connu dans le temps depuis au moins 10 ans. Donc, si vous voulez, alors il n'y a pas de précaution, il n'y a pas de gel des lieux, il n'y a pas de vérification à proprement parler dans la voiture et dans la maison. Simplement, elle constate une maison en désordre, et ce n'est qu'après, dans un second temps, que l'enquête véritablement bascule dans quelque chose d'un peu plus important. Et puis enfin, hier, on a eu un troisième moment assez fort avec cette intervention lunaire d'un pseudo-expert qui est venu nous expliquer pourquoi les points de géolocalisation qui s'affichent sur le téléphone de Cédric Jubilard correspondraient à une localisation de la dépouille de sa femme. Alors là, on a vécu un moment complètement loufoque, où même les avocats généraux ont été obligés de dire à ce monsieur, en gros, arrêtez votre plaisanterie, quoi. Voilà, donc ça a été un moment fort et un gros camouflet, si vous voulez, pour une partie des parties civiles, parce qu'évidemment, on peut se mettre à sa place. Elle, ce qu'elle souhaite, c'est retrouver le corps de Delphine, et on ne peut pas leur en vouloir. Malheureusement, elles sont servies par quelqu'un qui est véritablement hors propos. Et vous, maître, j'imagine ce procès, vous l'attendiez depuis plusieurs années. Comment vous avez trouvé l'ambiance générale dans la salle d'audience pour cette première semaine? Oui, alors effectivement, c'est un procès qu'on attendait depuis longtemps. À titre personnel, j'ai été saisi par la cousine de Delphine Jubilard 5 jours après sa disparition. Elle m'a téléphoné en me disant « Je suis la cousine de Delphine Jubilard, son mari l'a tuée ». Alors, on a, pendant 4 ans, subi toutes les lenteurs liées au mensonge de Cédric Jubilard et à sa volonté d'égarer les enquêteurs et les juges sur de fausses pistes. Aujourd'hui, enfin, ça commence. Donc, il y a d'abord eu toute la mise en place et le cérémonial de la cour d'assises avec le tirage au sort des jurés, les enquêtes de personnalité. Après, effectivement, nous sommes rentrés dans le vif du sujet. Je partage le sentiment de Frédéric sur
ce momentum de l'intervention de l'administrateur ad hoc qui a ému tout le monde et qui a dérangé Cédric Jubilard, parce que quand même, ce que je retiens de cette affaire, c'est que nous avons un accusé extrêmement briefé par sa défense, manifestement. On ne retrouve pas de Cédric Jubilard arrogant, provocateur, hilar. On ne retrouve pas ce visage qu'il a montré pendant 4 ans. Et je pense qu'on doit bien expliquer qu'il fallait qu'il essaie de ne pas le montrer. Et à cet égard, nous attendons tous de pouvoir l'interroger pour lui faire dire peut-être des choses un peu plus proches de la réalité que ce qu'il raconte. Et l'ambiance, comment vous la trouvez, l'ambiance dans la salle d'audience ? L'ambiance est intense, c'est électrique. C'est vrai qu'il y a l'ambiance habituelle d'une cour d'assises avec le côté anxiogène évident de l'exercice et la présence de la presse, je dirais la présence massive de la presse participe à l'émotion qui est ressentie. Vous ressentez la même chose, Frédéric, dans cette salle d'audience, beaucoup de tension ? Alors, de la tension, c'est pas vraiment de la tension, c'est de l'attente, beaucoup d'attente en fait. Il y a beaucoup de médias, il y a à chaque fois, on l'a vu dès le premier jour, il y a tous ces photographes et toutes ces caméras qui ont véritablement assiégé le box de Cédric Jubilard, parce que évidemment c'était la bête de foire en quelque sorte. Il fallait le photographier, il fallait saisir ses premiers instants. Donc tout ça a été assez impressionnant. Ça s'est passé d'ailleurs dans une confusion parfois, voilà, on avait du mal à comprendre cet enthousiasme exagéré par moment. Voilà. Après, ce qui est, on attendait un peu plus d'émotion aussi. Alors, que ce soit de la part de Cédric Jubilard, on le voit, il est assez figé dans sa posture. C'est quelqu'un qui manifeste aucun sentiment proprement parlé, aucune émotion. Il répond aux questions de la présidente de manière assez aisée. Il est poli, mais il ne fait rien transparaître. C'est un bloc, en fait. C'est un bloc de béton et il y a comme le disait Maître Pressec, il y a que lorsque l'administratrice ad hoc a parlé de ses enfants, a parlé de Louis, que là il a commencé un peu à s'agiter, mais c'était pas non plus très exacerbé. Et ensuite, côté partie civile, on s'attendait aussi à un peu plus d'émotion, un peu plus de sentiments côté frères et sœurs, puisqu'ils ont brièvement témoigné. Ils repasseront à la barre dans quelques jours. Donc tout ça est très contenu. Ce sont des parties civiles qui sont très discrètes, comme elles l'ont toujours été. Elles ont fait le choix, et on le respecte, de ne pas parler à la presse le temps du procès. Ce qu'on peut regretter, c'est que l'image de Delphine ne soit pas suffisamment mise en avant. Voilà, on a peur que cette image de Delphine s'efface peu à peu, et que Cédric Jubilard prenne un peu trop de place dans ce procès. Et c'est ce qui est malheureusement en train de se passer pour l'instant. Et qu'en est-il de votre cliente ? Comment vous l'accompagnez, maître, dans un procès aussi long, aussi médiatisé ? Eh bien, écoutez, oui, en effet, on est très 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 proche de notre cliente. On fait des points réguliers, que ce soit par téléphone ou au bureau, déjà pour lui expliquer ce qui se passe et pour la préparer aussi à l'expérience stressante de son audition qui va avoir lieu mardi prochain. Sur l'absence d'émotion qui a été relevée par Frédéric, je crois que le problème que nous avons dans cette affaire Jubilard, c'est que nous avons affaire à des gens, les enquêteurs de personnalité l'ont dit, ce sont des taiseux. Ce sont des gens qui manquent de mots et qui ont du mal à exprimer leurs émotions. C'est des gens qui viennent de milieux très défavorisés, qui ont beaucoup souffert et qui ont été, et c'était le cas de Delphine, habitués à se contenter de ce qu'ils avaient. Et ils ont du mal à exprimer cette émotion qu'ils ressentent, je pense. Par contre, une chose est certaine, c'est que Delphine était entourée par sa famille, le clan, on appelle le clan Osaguel, mais elle était entourée par ses amis, et je pense que quand ses amis vont être entendus, quand ma cliente va être entendue, je pense qu'il y aura de vrais moments d'émotion, parce que, en ce qui concerne ma cliente, elle se demande comment elle va pouvoir supporter
d'être comme ça à côté du meurtrier de sa cousine. Vous l'avez dit au début, Maître, vous suivez donc cette affaire depuis ses débuts. Pourquoi diriez-vous que c'est devenu une affaire un petit peu hors norme? On emploie beaucoup justement ce terme dans la presse. C'est vrai que la vraie question, c'est pourquoi est-ce que la presse est intéressée à cette affaire dans les premiers jours qui ont suivi la disparition. Rien ne pouvait laisser penser qu'il allait y avoir ces suites-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le regard que j'ai sur cette affaire, c'est que c'est une affaire qui a permis aux gens de s'identifier. Delphine Jubilard, c'est réellement la fille d'à côté. On a tous des Delphine Jubilard dans notre famille, dans nos amis. Et alors en plus, infirmière, donc quand elle a disparu, c'était une profession qui était vraiment mise en avant. Et ça a été, je le dis souvent, une affaire de filles. C'est incroyable le nombre de femmes en France et même ailleurs qui se sont connectées sur les réseaux, qui sont venues. On se souvient que ma cliente a organisé pendant des mois et des mois des battues durant le week-end pour chercher encore et toujours des traces de Delphine Jubilard. Et c'était toutes ces femmes qui étaient là et qui grattaient, qui cherchaient, qui avaient réellement il y avait une sororité. Et je crois que c'est un petit peu la caractéristique de ce dossier. Je vois hocher de la tête, Frédéric. Oui, il a raison. Il y a eu un engouement sur cette affaire très tôt, parce qu'effectivement, il y a un phénomène d'identification qui s'est très vite opéré. On avait un contexte aussi socio-judiciaire qui faisait qu'on sortait de l'affaire Daval. 10 jours après le procès, la condamnation de Jonathan Daval à 25 ans de réclusion pour le meurtre de son épouse. Donc on restait encore sur ces affaires de féminicide, de mari qui tue sa femme. Donc intervient la disparition de Delphine Jubilard à ce moment-là, à 10 jours de Noël. Une femme qui était très présente sur les réseaux sociaux, qui avait énormément d'amis, de copines, qui ont relayé très vite aussi sa disparition. Donc voilà, tout ce contexte n'est pas évidemment étranger à tout l'enthousiasme autour. Et puis il y a un véritable mystère, un double mystère. Le mystère de sa disparition qui a perduré, et puis le côté insaisissable de ce mari qui au début suscitait beaucoup d'interrogations, et qui continue d'ailleurs. Et le comportement de cet homme a aussi contribué à alimenter, à mon avis, beaucoup d'interrogations, a fait naître aussi pas mal de réactions, alors positives ou négatives, surtout négatives par son comportement dans les mois qui ont suivi. Donc tout ceci, si vous voulez, a fait effet boule de neige. Et puis surtout, pendant 6 mois, on a eu le silence total des autorités judiciaires. C'est-à-dire que pendant 6 mois, le procureur n'a jamais pris la parole sur les avancées de l'enquête. Lui considère qu'il n'y en a pas eu. Bon, c'est sa vision. Ce qui a donné lieu, si vous voulez, ce qui a donné libre cours à tout un tas de théories et de commentaires complètement loufoques les uns les autres, à la fois sur les réseaux, à la fois qui sont répandus aussi dans les médias. Donc tout ceci, si vous voulez, a monté une mauvaise mayonnaise qui, au bout de 6 mois, a débouché sur la garde à vue, l'interpellation de Cédric Jubilard. Tout cela, on le ressent justement, on l'a ressenti pendant cette première semaine d'audience. On a vu les personnes s'affairer, se presser pour pouvoir assister à l'audience. Est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi que cette affaire se joue un petit peu en dehors de la salle d'audience? Le problème de cette affaire, c'est qu'elle a fait couler beaucoup d'encre en dehors, forcément en dehors du cercle judiciaire, parce que la particularité de cette affaire Jubilard, c'est qu'on est entouré de personnes périphériques à cette enquête et qui évoluent dans une sphère particulière. C'est-à-dire on a affaire à des gens qui sont soit déstructurés, soit qui sont très éloignés des faits et qui malgré tout veulent exister à travers cette affaire en donnant leur avis, en échafaudant des théories. Ce sont des gens qui ont parfois des problèmes personnels, parfois des problèmes psychologiques ou parfois psychiatriques pour certaines. Et donc, malgré tout, ces gens se greffent à cette affaire et viennent polluer en quelque sorte ce qui se passe vraiment. Sauf qu'ils ne sont pas dans l'enquête.
Donc, malgré tout, n'étant pas dans l'enquête, leur position, leur théorie ont tendance à prendre le dessus sur des faits objectifs et des faits d'enquête. Et on arrive à des conclusions, à des choses complètement aberrantes sur des théories fumeuses. Et donc, c'est pour ça que cette affaire aussi a pris beaucoup de volume. Maître, justement, comment vous arrivez à gérer tout ça? On l'a dit, il y a plus de 300 journalistes accrédités. Votre rôle n'est pas seulement de défendre votre cliente. Comment vous arrivez à faire face justement à la fois à l'opinion publique, à la presse? Vous choisissez aussi les médias auxquels vous répondez. En fait, comment vous vous organisez? Oui, c'est vrai que dans ce genre de procès, on a aussi un rôle qui consiste à communiquer. Et ma cliente m'a d'ailleurs mandaté pour communiquer, entre guillemets, à sa place, puisqu'elle n'a pas envie de se mettre en avant. Et elle estime que je dois dire un certain nombre de choses sur cette affaire. Donc il faut prendre un peu de recul déjà, parce que l'affaire Jubilard, c'est avant tout un dossier criminel, avant d'être un dossier médiatique. Il faut sélectionner bien sûr les médias, ne pas parler à n'importe qui parce que c'est contre-productif et inutile. Mais l'affaire Jubilard, encore une fois, c'est un dossier criminel. Et toutes ces personnes périphériques, il faut les écarter. Moi, c'est vrai que depuis que l'affaire a commencé, j'ai reçu peut-être une dizaine de mails de personnes dont certains étaient dans l'assistance et qui m'expliquent comment je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, et qui me donnent leur interprétation de ce qui s'est passé. C'est incroyable. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Ça a dû être impressionnant hein, pour tous les deux, cette première semaine d'audience. Même vous, maître, qui êtes albigeois, vous avez dû voir la ville complètement se transformer. La ville et le palais de justice. Le palais de justice a été totalement réaménagé juste pour cette affaire. C'est vrai que c'est un côté incroyable et unique pour le tribunal d'Albi. Même sentiment, Fred? Oui, on a le sentiment véritablement de vivre un moment particulier. Tout est bien organisé, il n'y a rien à dire. Je pense que la justice a pris la mesure de ce procès, de l'importance de ce procès, et je pense qu'elle a vraiment œuvré pour faire en sorte que tout se passe correctement, et ça se passe très bien, si ce n'est quelques débordements qui ne sont pas de son fait, puisqu'on sait qu'il y a eu notamment un média. Ouais, il y a eu un média qui s'est fait un petit peu taper sur les doigts suite à un procédé déontologiquement où il y aurait beaucoup de choses à redire. Il y avoir quelques conséquences d'ailleurs. Voilà, donc on sait que donc ce média s'est fait exclure de la salle d'audience à juste titre. Voilà, mais sinon, c'est un moment... alors, ce qui est dingue, c'est que c'est une histoire, malgré tout, c'est une affaire qui, en elle-même... ça reste une affaire de droit commun, quoi qu'on en dise, un homicide. Maintenant, on bascule pour un homicide, j'allais dire, dans quelque chose qui serait digne d'une affaire terroriste, quoi, par exemple. Oui. Et on le voit justement avec toute cette médiatisation. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Quel va être l'enjeu principal, les témoignages clés? Donc votre cliente justement va paraître, c'est ça? Mardi. Oui, il va y avoir l'audition des amis, bien sûr, qui vont commencer à être entendus. Nous avons un témoignage qui va intervenir lundi matin, qui est un témoignage à la requête de la défense et qui est celui de l'ancien procureur de la République qui avait fait ce malencontreux discours au mois de juin où il est apparu qu'il s'était trompé sur beaucoup de points. Donc évidemment la défense va mettre cet événement en exergue pour continuer à tenter de démontrer que l'enquête est mal faite, qu'elle n'est pas complète, etc. Les parties civiles diront ce qu'elles en pensent. Tout à fait. Et vous, qu'attendre de la semaine prochaine, Frédéric? Bien, on espère un peu plus d'émotion déjà. On espère évidemment des rebondissements. On va entrer un peu plus en profondeur dans le vif du sujet. Alors, ce témoignage de l'ancien procureur de la République de Toulouse, on sait ce qu'il a dit le 18 juin 2021. Bon, on va avoir
son intervention qui va être diffusée à l'écran, et il sera placé face à ses contradictions. On verra ce qu'il dira pour justifier ses erreurs. On arrive au terme de cette première partie de l'émission. Merci, Maître, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous invite à rester, Frédéric. On se retrouve tout de suite. Et aux côtés de Frédéric Abella, on accueille sur ce plateau Agnès Grimaldi, adjointe au pôle vidéo de la Dépêche du Midi, et le visage justement de ce procès jubilaire sur nos réseaux sociaux. Bonjour Agnès. Bonjour Lisa. Comment ça va Agnès? Comment tu te sens après cette première semaine à avoir couvert ce procès? C'était très intense, très intéressant professionnellement aussi. Voilà, on a eu 4 jours qui ont duré, avec un procès qui a duré parfois tard, jusqu'à 20h30 il me semble, le deuxième soir. Voilà, mais dans de bonnes conditions, c'était intéressant. D'entrée de jeu de cette semaine, tous les regards étaient évidemment tournés vers Cédric, métamorphosé un petit peu, si je puis dire, depuis sa dernière apparition devant les caméras, Frédéric. Oui, Cédric Jubilard, il était alors sans émotion en fait, il faisait rien transparaître. C'était quelqu'un qui répondait de manière docile et avec aisance à la présidente à ses questions. Donc c'est quelqu'un qui gardait les bras derrière son dos, qui répondait poliment, sans trop en faire, mais qui était assez sûr de lui. Qui ne manifestait pas d'émotion particulière, si ce n'est... Et ce, dès son arrivée dans la salle d'audience? Oui, alors son arrivée était un petit peu houleuse, parce qu'il était sous les flashs et sous les forêts de micros et de caméras, donc c'était une arrivée digne d'une star de rock'n'roll, mais bon, mis à part ça, voilà, c'est quelqu'un de tout à fait banal. Justement, Agnès, tu peux nous raconter un petit peu les coulisses de cette arrivée? On a vu beaucoup d'images avec cette horde justement de caméras devant son box. Oui, je dirais qu'il y avait à peu près 60 caméras derrière les portes de la cour d'assises, et quand elles se sont ouvertes à la suspension de l'après-midi, il me semble, c'était... Ou non, juste après les jurés, c'était le matin. Non, la première, il y avait le premier jour, le lundi déjà. Voilà, le lundi, on a pu rentrer, et à ce moment-là, dès que les portes ont été ouvertes, que l'audience a été suspendue, on a 60 journalistes qui ont débarqué dans la cour d'assises, presque en tombant, en trébuchant, et donc on s'est positionné devant le box des accusés, et quand il est arrivé, c'est vrai qu'il était... un peu impressionné, la tête baissée, et qui ne savait plus trop où se mettre. Et donc là, la sécurité de la cour d'assises a dû intervenir pour nous faire sortir, pour faire sortir toutes les caméras. Comment vous organisez au juste avec voilà, tous ces journalistes accrédités et présents? Comment vous entendez entre vous, les journalistes? Les journalistes sont arrivés la veille, le dimanche, et il y a eu un espèce de briefing qui a été fait par le magistrat en charge de la communication là-bas, Albi. Et donc, on avait des règles assez précises quand même de pouvoir le filmer. Donc, c'est lui, avec son droit à l'image, qui a donné l'autorisation d'être filmé, ce qui est assez rare, il me semble, dans des procès d'assises en France. Et donc, tout le monde avait des consignes de respecter. Et puis après, il y a le bon sens aussi, qui parfois, malheureusement, n'a pas été vraiment... respecté, mais voilà, on l'a vu apparaître, et sachant qu'on l'avait déjà vu une première fois, tous les journalistes s'étaient agglutinés à l'extérieur pour son arrivée en voiture le matin à 8h30 le premier jour, pour qu'on puisse capter vraiment les premiers instants, les premières images, parce qu'il me semble qu'il n'y avait jamais eu d'image depuis son incarcération de lui, public, si ce n'est des choses qui avaient fuité peut-être lors d'une comparution. Oui, il y avait eu aussi, lors d'une audience avec le juge des enfants, Albi, où il était escorté par la pénitentiaire, et je me souviens, il y a 2-3 ans, où on avait réussi à le capter en photo à la sortie du véhicule. Albi, justement. Il n'avait pas cette apparence, non? Non, il était camouflé, en fait. Il y avait une serviette sur... Voilà. Donc là, c'est vrai que c'était les premières images. Alors, sortant de voiture, on l'a vu, il était cagoulé. Pourquoi cagoulé? Et menotté. Parce que quand un accusé est menotté et qu'il arrive, on n'a pas le droit en France de le filmer, de filmer son visage.
puisqu'il est encore présumé innocent. Donc il y a la présomption d'innocence à respecter. Et donc au cas où les médias ne respectent pas ça, ça aurait été certainement, en tout cas le cas, les images ont été faites, ils ont préféré le camoufler. Ces images de Cédric, donc on a pu les voir sur nos réseaux sociaux. Le risque, c'est qu'il n'y en ait plus, c'est ça, pour le reste du procès, qu'on ne puisse plus filmer Cédric. Cédric Jubilard avait donné son autorisation pour être filmé, donc dans des conditions assez précises, c'est-à-dire le temps de suspension d'audience où il est dans le box de l'accusé. Ce qui n'a pas été respecté, c'est que des journalistes de l'équipe de Quotidien, l'émission de Yann Barthès sur TMC, ont divulgué des échanges confidentiels dans ces moments-là d'images qui ont été filmées par les 60 journalistes. Ils ont divulgué et sous-titré les échanges qu'il y a eu entre ses avocats et lui. Et donc, à partir de là, les avocats de la défense, en colère, ont décidé d'annuler, en tout cas, l'autorisation qui avait été donnée aux journalistes de le filmer. Pour combien de temps, on ne sait pas. Peut-être pour toute la durée du procès, parce que déontologiquement, déjà, les journalistes n'avaient pas à faire ça. Et en plus, les échanges entre un avocat et son client n'ont pas à être divulgués. Donc c'est vrai que la Cour a pris la décision d'interdire toute captation de son image. On remarque aussi que la partie civile n'est pas filmée. La partie civile n'est pas filmée, donc les familles et amis de Delphine Jubilard, ni la maman d'ailleurs de Cédric Jubilard qui est aussi partie civile, parce qu'on leur a donné la possibilité, la Cour leur a donné la possibilité de porter des colliers de couleur rouge pour ceux qui ne souhaitaient pas être interpellés par la presse. Et donc c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que quand on les croise, on n'a pas le droit ni de les filmer et de diffuser les images, ni d'aller même leur parler. Donc c'est vrai qu'on n'entend pas du tout la partie civile, sauf à travers les avocats, bien sûr, sauf un d'ailleurs qui a refusé de parler pour rester cohérent avec ses clients, Maître Decaune. Voilà, donc c'est vrai qu'on ne les entend pas encore, peut-être après le verdict. Fred, quel regard tu portes sur cette première semaine d'audience, toi justement, qui suis l'affaire depuis ses débuts? C'était un petit peu ce à quoi tu t'attendais? Il y avait de fortes attentes, parce qu'on savait que ça allait être un procès forcément très suivi, qu'il allait y avoir beaucoup de journalistes, que ça allait être un petit peu la cohue au début, forcément. Et puis, on n'a pas été déçus, parce que c'est vrai que ça a commencé assez fort avec ce témoignage-là de l'administratrice ad hoc des enfants, donc, qui vient révéler à la barre les sentiments et le ressenti de ses enfants, Louis et Elia, qui ont 11 et 6 ans. Et cette femme nous apprend que pour Louis, par exemple, il n'y a aucun doute pour lui, il est convaincu de la culpabilité de son père, il était très en colère après lui au mois de juin dernier. Donc voilà, et quant à Elia, on le sait, voilà, elle a fait part aussi à travers cette représentante légale de son ressenti. Elle voudrait refaire réapparaître sa maman à coup de baguette magique. Ce sont des enfants donc, qui évoluent bien, selon Stéphanie, la sœur de Delphine, chez qui ils sont placés. Donc ce sont des enfants qui pratiquent des activités sportives, qui se comportent très bien à l'école. Louis a eu un petit souci parce qu'il a fugué momentanément au mois de juin dernier pour aller prêter secours à une camarade qui se disait maltraitée par sa maman. Voilà, enfin bon, sinon ce sont des enfants qui visiblement évoluent positivement. Vous parliez tout à l'heure du comportement tous les deux donc de Cédric Jubilard. Toi spécialement, Fred, que tu trouvais un petit peu froid. Ça s'est ressenti aussi quand il a été appelé, justement, il s'exprimait 2 fois, c'est ça, cette semaine? Il s'est exprimé 2 fois à la demande de la présidente, qui peut le solliciter, qui peut lui demander de réagir ponctuellement suite à des interventions de témoins ou d'experts, ce qui a été fait à 2 reprises donc, depuis lundi. Il sera réinterrogé plus au fond en fin de procès, mais ce qu'on peut dire sur son attitude, c'est qu'il est, il est figé, c'est un bloc de béton, il laisse rien transparaître. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Il était. Il est figé, mais il n'est pas dans la provocation non plus. Voilà, ce qu'on aurait pu penser, parce qu'on imaginait un personnage provocateur, qu'il a certainement été d'ailleurs pendant les 4 ans.
Non, mais là, il est assez calme. Ouais, il est calme, il répond aux questions. Il est sans sentiment particulier. C'est toujours ses bras derrière son dos. Il est posé. Bon, la seule fois où il a commencé un petit peu à remuer, c'était quand la représentante légale des enfants a parlé justement de Louis et d'Elia, où il a manifesté un petit peu d'agacement. Bon, voilà. Et après, même vis-à-vis de ses avocats, il les interpelle pas, tu vois, pour leur demander d'intervenir, tout ça, il les laisse faire. D'ailleurs, ils nous l'ont confié qu'il leur faisait entièrement confiance. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas une situation. Ouais, il est plutôt docile. Vous pouvez assister tous les deux à toutes les audiences? Il y a une place qui est réservée pour la Dépêche du Midi, une place par média, Frédéric, en fait, qui est dans la cour d'assises. Et à quelques mètres dans le tribunal également, il y a une salle de retransmission avec un écran où là, pour le coup, on voit la salle, les jurés, l'accusé. Donc voilà, c'est filmé. Et là, c'est en fonction des places qui restent. Il y a 40 places réservées pour le public et 40 places réservées pour les journalistes, tout comme d'ailleurs dans la cour d'assises. C'est la même répartition. Oui, c'est la même répartition, 40-40. Comment vous arrivez à trouver votre place justement un petit peu dans cet espace médiatique où il y a plus de 300 journalistes qui sont accrédités pour ce procès? Pour ma part, avec la caméra, on joue des coudes. On joue beaucoup des coudes parce qu'il y avait énormément de médias et tout le monde, même les rédacteurs, sortaient le téléphone, sortaient le micro. Il y a des médias qui sont venus même à plusieurs équipes, donc on devait se faire la place. Nous, on était 2, mais après, toute la rédaction est mobilisée. Je crois qu'on est 12 accrédités à la Dépêche. 4 présents sur place en permanence. Et puis après, nous, tout l'enjeu, c'est d'être aux suspensions, de pouvoir filmer les avocats. C'est un peu la course. À chaque suspension, on doit leur courir après, ne pas rater le moment. Donc c'est comme ça, on se fait sa place en jouant des coudes. Dès qu'il y a un fait d'audience, dès qu'il y a quelque chose qui apparaît en audience, voilà, de ne pas faire en sorte de passer à côté aussi, quoi. Voilà. Et en fait, on ne veut pas rater le bon moment de la journée, puisque les avocats, même si certains parlent facilement, ils ne vont pas parler non plus à chaque suspension, chaque soir. Voilà. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous attendez alors de la suite de ce procès? Mais ça va continuer donc à partir de lundi avec la présentation, le témoignage de l'ancien procureur de la République de Toulouse. Il va y avoir, là je pense peut-être voilà, une mise au point par rapport à ce qu'il avait dit en juin 2021. Il y aura ensuite des témoignages où on espère, voilà, des témoignages avec un petit peu plus d'émotion. La part de la famille de Delphine Jubilard. Donc on va basculer, voilà, petit à petit, on va rentrer dans le vif du sujet au fur et à mesure. Et puis avec donc le témoignage de certaines parties civiles et puis d'autres experts aussi qui vont venir à la barre pour essayer de nous éclairer sur un petit peu la partie réseau, téléphonie, etc. Et puis on espère l'entendre lui à nouveau cette semaine pour qu'il s'explique sur sur ce mystère et parce que c'est quand même une des personnes qu'on n'a pas entendu parler. On a entendu beaucoup parler de gens autour de cette affaire, mais pas lui. Donc là, c'est ce qu'on attend. D'accord. Très bien. Merci beaucoup Agnès Grimaldi d'avoir été avec nous sur ce plateau. Toute la semaine, vous avez été nombreuses à nous poser vos questions. On en a sélectionné plusieurs et on y répond tout de suite avec Frédéric Abella. Cette semaine, sur les réseaux et sur notre site, vous avez été nombreux à nous poser vos questions, à suivre notre traitement. Vous nous avez posé des questions donc, sur ladépêche.fr, sur Instagram, TikTok, Facebook, et on y répond tout de suite avec notre journaliste Frédéric Abella. Première question, Frédéric, comment est fixée la durée du procès ? Alors la durée du procès est fixée en prenant en compte, si vous voulez, le nombre de témoins, d'experts, toutes ces personnes qui sont invitées à témoigner, à déposer à la barre. Donc en tout, elles sont à peu près 80. Et donc forcément, ça prend du temps, puisqu'il faut compter à chaque fois la parole, la prise de parole des différentes parties, que ce soit partie civile, défense, avocats généraux. Donc tout ceci prend du temps, donc il faut le déterminer. Et là, sur ce procès, on est à 4 semaines d'audience, 4 jours par semaine, donc ça fait 16 jours au total. Forcément,
voilà, on peut considérer que c'est long, mais en même temps, c'est un temps qui, moi, personnellement, me paraît correct, vu qu'il faut aussi prendre le temps. Hein, c'est ça aussi la justice et les cours d'assises, hein, c'est ça aussi. Donc il faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter, prendre suffisamment de temps pour les débats, puisque c'est l'oralité des débats, on le sait, et prévoir suffisamment de temps. D'ailleurs, il y a le vendredi qui n'est pas utilisé, mais on a cette possibilité du vendredi. En tout cas, la présidente a souhaité que ce vendredi soit dédié à rattraper ce qui n'a pas été fait en semaine. D'accord. Deuxième question, est-ce que tous les jours de l'audience sont ouverts au public ? Oui, tout à fait, oui, il n'y a pas de huis clos, en tout cas ça n'a pas été décrété, donc c'est ouvert avec un nombre de places limité, puisqu'on est à 40 places publiques par jour dans la salle d'audience, et 40 autres dans la salle annexe de retransmission. Que risque Cédric Jubilard ? Alors Cédric Jubilard, lui, il risque la réclusion à perpétuité, hein, c'est la peine prévue pour ce genre de meurtre sur conjoint. C'est un meurtre aggravé, hein, donc c'est meurtre sur conjoint, c'est perpétuité. On a vu beaucoup de vidéos circuler. Pourquoi les agents pénitentiaires sont-ils floutés sur ces vidéos ? Parce que c'est une profession comme la police, la gendarmerie, ce sont des professions à protéger. Donc ils ont tout à fait le droit de demander à ce que leur visage soit flouté pour pas qu'ils soient reconnus, puisque ce sont des professions à risque. Ce sont des gens qui sont exposés quotidiennement à des détenus. Donc il y a forcément un risque qu'ils soient reconnus dans la rue, au supermarché, et pour des raisons personnelles et confidentielles, ils souhaitent ne pas apparaître. Cédric Jubilard est donc défendu par 2 avocats, mais qui rémunère ces avocats ? Alors là, c'est l'aide juridictionnelle qui est attribuée. Donc il y a une rémunération publique qui est rémunérée, qui est versée auprès des avocats. On connaît le montant ? Non, ça reste plutôt... il y a plutôt une confidentialité à ce niveau-là. D'accord. Comment expliquer, alors que on assiste en ce moment à son procès, comment expliquer que Cédric est déjà resté plus de 4 ans en prison ? Oui, mais c'est la durée classique, hein. C'est une durée alors qui est un peu plus longue, parce que, si vous voulez, le dossier étant assez volumineux, il y a eu pas mal de procédures, pas mal d'enquêtes, donc visiblement, logiquement, le temps, si vous voulez, c'est 3 ans. Là, on a débordé parce qu'il y a eu des recours, il y a eu des appels, etc. Mais on reste dans un délai raisonnable. Logiquement, lorsque la personne est renvoyée devant une cour d'assises, on a 1 an pour le juger. Donc on était dans les temps. Et si on peut aller au-delà encore, à condition de le renouveler 2 fois tous les 6 mois. Pourquoi y a-t-il autant d'avocats dans la partie civile ? Alors ça, c'est le choix de la famille, de Delphine Jubilard. C'est une famille nombreuse qui a fait le choix de sélectionner ses propres avocats. Alors on a d'un côté oncle et tante et cousines qui ont pris le même avocat, c'est un avocat parisien. D'un autre côté, on a les amis, 2 amis de Delphine qui ont fait le choix aussi de 2 avocats différents, parisiens également. On a frères et sœurs de Delphine Jubilard qui ont fait le choix de 2 avocats toulousains. Donc au total, on est à 9 avocats. Et donc c'est un choix personnel. Dernière question, justement, 9 avocats. Comment ces avocats de la partie civile se répartissent les interventions ? Ça, c'est en fonction de leurs priorités, ils voient ça avec leurs clients. Hein. C'est la famille de Delphine, à un moment donné, qui souhaite mettre l'accent sur tel ou tel point. Tout ça est défini au préalable, c'est-à-dire qu'ils ont une stratégie et en fonction de ce qui est dit en audience, il y a des réactions et chacun prend la parole en fonction de l'opportunité. Merci beaucoup Frédéric Abella d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour cette émission. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire sur notre site ou sur nos réseaux sociaux, car c'est la fin déjà de cette 2e émission. Merci également à Geoffrey Priol à la réalisation de cette émission.
Pour suivre l'avancée au plus près, l'avancée de ce procès, n'hésitez pas à regarder également donc, notre site internet et nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Prochaine émission vendredi prochain, après donc la deuxième semaine d'audience du procès qui s'est ouverte, je le rappelle, le 22 septembre. La Dépêche.